Seconde partie de Judaïcan, de ce vendredi 10 juin 2022, consacré aux francs-maçons. Le 21 janvier dernier, je recevais Sylviane Serrouillat, auteure du livre Moïse de Tétouan, sa mémoire en héritage, paru aux éditions BOD, où elle mêle l'histoire des hommes et le récit du parcours hasardeux de sa famille, de l'Espagne de 1492 à l'Algérie de 1962. Saga semblable à de nombreuses familles de rapatriés devenus français à la faveur du décret Crémieux. Mais qui était Crémieux ? Quelle était sa vie, son parcours ? Comment et pourquoi avait-il pensé, soutenu et promulgué ce décret ? C'est ce que nous allons essayer de définir et d'expliquer avec Guy Lévy dans le cadre des 2 émissions qui suivront. Et quand on parcourt la biographie d'Adolphe Crémieux, à l'origine Isaac Jacob Adolphe Crémieux, né le 30 avril 1796 à Nîmes, mort le 10 février 1881 à Paris, on compulse une des pages les plus importantes de l'histoire de France. Adolphe Crémieux, avocat, s'est rendu célèbre en son temps pour les combats qu'il a menés pour défendre des ouvriers, des protestants et des juifs victimes d'injustice et d'arbitraire, et ceci de par le monde. Alors, comment interpréter la démarche d'Adolphe Crémieux sans entrer dans son environnement familial, avec ses règles, coutumes, rites et traditions juives, transmises de génération en génération ? Tous les points que je viens de citer seront développés dès la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est sur un autre axe que j'aimerais vous entretenir. L'Adolphe Crémieux, homme politique français qui fut aussi promoteur de l'Alliance israélite universelle, fondateur de l'école normale israélite orientale et dignitaire de la franc-maçonnerie. Et c'est ce dernier point qui a retenu mon attention et que je vais développer comme préambule. Comment comprendre le parcours, la pensée, le raisonnement, la loyauté et le dévouement qu'il a exercé tout au long de sa vie à défendre l'homme de toutes conditions et à lutter contre la haine et les préjugés, sans y voir en filigrane les rituels de la franc-maçonnerie auxquels il fut initié en 1818 à la loge du Bienfait anonyme à Nîmes. Loge qui dépendait du Grand Orient de France. C'est là qu'il a assimilé l'enseignement, les préceptes, les symboles qui l'ont instruit et construit intellectuellement. Pour poser les bonnes questions à Guy Lévy, j'ai essayé de comprendre la franc-maçonnerie. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche, comme dirait Pierre Chevalet ? Est-ce une société secrète, repliée sur elle-même ou ouverte à tous ? Le mystère qui plane autour et qui a engendré mythes et souvent malentendus, est-il auto-entretenu ? Quelle allégorie se cache derrière l'équerre, le marteau, le ciseau à bois, le compas, le fil à plomb, le livre ? Quelle est la symbolique de la pyramide avec un œil et les colonnes ? Pour essayer d'entrevoir, de comprendre la philosophie des francs-maçons et interpréter ce qui encourage ses membres à œuvrer pour le progrès de l'humanité, pour moi, profane, il y avait 2 manières. La première, interviewer un membre, faire une demande détaillée, étayée en expliquant le but de l'émission. Même si j'ai reçu un bon accueil pour mon intéressante initiative, je me suis heurté au temps de réflexion franc-maçonnique, qui n'est pas du tout en phase avec le mien, malgré l'ouverture prônée par le grand maître de la Grande Loge de France. L'autre solution passait par la lecture pour essayer de trouver quelques réponses. La première des questions que l'on pourrait se poser serait « Quelle est l'origine de la franc-maçonnerie ?» À toutes mes questions, je vous livrerai les réponses que j'ai pu trouver au travers de mes lectures. Si on part du principe que dans une langue, chaque mot a son importance, dans la locution « franc-maçon », on peut déjà traduire « construction pour maçon ». Mais quelle est l'étymologie de « franc » ? Alors « franc » de l'ancien français est apparenté à l'allemand « frei » et en anglais « free », avec une définition surprenante qui s'adapte ici très bien. Libre de ses mouvements et de son action, exempt de toute passion et d'ambition. Pour l'origine de la franc-maçonnerie, l'inspiration viendrait des traditions et des règles des anciens constructeurs de cathédrales. On peut comprendre la considération qu'il y aurait avec les outils cités plus haut. Ceux-ci, à l'époque, se transmettaient de compagnon à compagnon, sûrement avec cérémonial. Et puisqu'on parle de cathédrales, la majorité d'entre elles a été érigée entre le 9e
et le XVIIe siècle. Quant à la franc-maçonnerie, elle semble apparaître au XVIe siècle en Écosse, puis en Angleterre au XVIIe. Ce sont surtout des citadins, de conditions modestes, des artisans et des petits commerçants qui se rassemblaient. Et leur objet principal de réunion était la bienfaisance, à une époque où il n'existe pas de protection sociale. Est-ce à cette époque que l'on est passé du compagnonnage au philanthropisme discret et anonyme ? Au XVIIIe siècle jusqu'en 1789, l'Europe connaît le siècle des Lumières, ce mouvement philosophique, littéraire et culturel bourgeois qui se propose de promouvoir le rationalisme, l'individualisme et le libéralisme contre l'obscurantisme et la superstition de l'Église catholique, et contre aussi l'arbitraire de la royauté et de la noblesse, avec pour modèle la philosophie empirique, l'économie libérale et la monarchie constitutionnelle anglaise. En fait, à l'image du clergé et de la royauté, la bourgeoisie a voulu peut-être substituer ses valeurs, ses propres structures. En France, nous sommes juste avant la Révolution. Les Lumières, ce sont les philosophes qui les allument, avec Montesquieu, Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Jean Le Rond d'Alembert, Étienne Bonneau de Condillac et Georges Leclerc de Buffon. Il semble que tous étaient francs-maçons. Ils se concentrent sur les mêmes sujets que leurs semblables en Europe. La remise en question des structures politiques et des systèmes de valeurs traditionnels. Religion, monarchie absolue, éducation, science. Au cours du XIXe siècle, nous le verrons la semaine prochaine, l'accession de la bourgeoisie aux affaires manufacturières et financières permit à la France un essor économique de première importance. Et déjà, sous le Premier Empire, 1804-1815, la franc-maçonnerie suscita un engouement populaire qui fut sans précédent, puisque le nombre de loges passait de 300 à 1200. Alors la franc-maçonnerie se décrit, suivant les époques, les pays et les formes, comme une association essentiellement philanthropique, philosophique et comme un système de morale illustré par des symboles ou comme un ordre initiatique. Le 19e, où vécut Crémieux, fut, on peut le dire, instable politiquement et chaotique pour la République, alors qu'en 1830, la France partait conquérir l'Algérie. Ce qui n'empêcha pas l'avocat qu'il était d'être appelé au ministère de la Justice dès 1848 et de continuer à plaider, d'être élu député, ensuite membre du gouvernement de la Défense nationale en 1870, alors que Paris est encerclé, assiégé par 2 armées allemandes. 1870, rappelez-vous, la France était dans une situation militaire désastreuse. La priorité absolue du gouvernement était en principe la défense du pays, alors que la légitimité de ce gouvernement n'était même pas assise sur une élection. Néanmoins, Adolphe Crémieux promulgua le fameux décret numéro 136 qui accordait la citoyenneté française aux 37 000 juifs d'Algérie, leur permettant de s'extirper du statut discriminatoire islamique de dhimmi. À ce propos, les francs-maçons disent qu'Adolphe Crémieux a rédigé ces décrets non pour une personne, mais pour accueillir fraternellement dans la République une communauté volontaire et méritante. Aurait-il pu réussir tout ce qu'il a entrepris s'il n'avait pas été membre de la franc-maçonnerie, avec qui il partageait des valeurs de fraternité, de tolérance, d'humanisme, de démocratie et de progrès ? Et puis de nos jours, puisqu'il faut arriver à notre siècle, quelle est la composition socio-culturelle de la franc-maçonnerie dans notre pays ? Alors elle serait assez stable. Ce sont essentiellement des personnes issues de classes moyennes, avec une surreprésentation d'au moins 3 professions. Les médecins, les avocats et les enseignants. Et l'on pourrait rajouter les policiers et les militaires. Autre question. Les effectifs de la franc-maçonnerie sont stables ou ont-ils progressé ? Alors d'après mes lectures, le nombre de francs-maçons a quintuplé en 50 ans, avec une importance supérieure à la moyenne pour les VIP et les hommes politiques. Aujourd'hui en France, 180 000 membres se répartiraient dans une vingtaine d'obédiences maçonniques. Quelles sont en général les motivations, les buts visés pour entrer en franc-maçonnerie ? Il y aurait, paraît-il, autant de buts que de francs-maçons. Alors ça là peut être la recherche d'un chemin pour aller à la rencontre de soi-même,
C'est peut-être aussi la voie vers un processus initiatique. Alors cette dernière est la dimension fondamentale qui distingue la franc-maçonnerie d'un parti politique ou d'un syndicat. En dehors de motivations symboliques humanistes, certains candidats avanceraient aussi des motivations plus triviales. Autre question. Y a-t-il une place encore pour la franc-maçonnerie dans le monde de demain ? Alors, la franc-maçonnerie ne veut exclure personne, en raison de sa croyance ou de ses opinions sur la société et la politique. Elle s'adresse aux citoyens ouverts, qui souhaitent travailler sur eux-mêmes, afin de développer un sens des responsabilités, ainsi que l'esprit de fraternité et de tolérance, en poursuivant l'objectif de rendre la société qui les entoure plus humaine et plus juste. Dans son histoire, la franc-maçonnerie a souvent été l'objet de nombreuses attaques, et souvent accusée de complot, que ce soit de partis politiques issus de l'extrême droite, antisémites, catholiques, anti-parlementaires ou communistes. Au XVIIIe siècle en Europe, la plupart des pouvoirs totalitaires et certaines monarchies ont combattu la franc-maçonnerie par sa proximité avec le siècle des Lumières, ce mouvement intellectuel et philosophique qui domina le monde des idées. Les origines de Crémieux, sa famille, son parcours universitaire, social, politique, ses principaux combats menés au nom de ses convictions humanistes ou tout simplement profondément juives, l'application controversée du décret et le peu d'empressement à devenir français, les devoirs et obligations que cela entraînait, l'amendement Lambrecht, l'antisémitisme en France et en Algérie, l'abrogation de ce décret le 7 octobre 1940 par Vichy, eh bien, c'est ce que nous racontera Guy Lévy lors de 2 émissions exceptionnelles qui suivront.